Je pense qu'on va passer aux questions. On va sûrement déborder un peu, et l'heure est de 10 minutes. J'ai déjà des questions dans le chat, dans le Q&A, pardon. Et ce que je vais faire, je vais prendre peut-être 2 questions dans le Q&A. On va passer à la salle et puis je vais revenir sur le Q&A. Une première question qui était posée dans le Q&A, c'était pendant l'intervention de Alain Guillaume. C'est M. Jean-Mélis Mérivier qui demandait de quelle mesure Haïti peut-elle s'inspirer de la façon dont l'Éthiopie a financé le barrage de la Renaissance en se dotant de cadre réglementaire permettant l'accès à un financement notamment local. Je ne sais pas si Alain, tu peux réagir à cette question-là. Oui, merci. C'est une question intéressante. En fait, il y a le montage qui a été fait pour, de point de vue juridique et même de point de vue économique pour aboutir à cette construction est assez complexe et a eu même des conséquences sur les pays voisins. Et déjà dans notre droit des éléments, en tout cas des règles permettant d'envisager des constructions d'une grande envergure, mais je n'irai pas jusqu'à envisager quelque chose de comparable au barrage de la Renaissance, parce que au niveau du barrage de la Renaissance, il y a une dimension internationale d'ailleurs qui a généré un désaccord. Ce que je voulais dire, c'était que c'est un montage assez intéressant, le projet qui a été réalisé par l'Éthiopie pour construire le barrage de la Renaissance, mais il faut être très prudent dans penser à un tel modèle parce que et, il y a des implications internationales. Et pour Haïti, ce serait peut-être, bon, faudrait déterminer qu'est-ce qu'on a comme cours d'eau majeur et qui peut faire l'objet d'un tel barrage. Là, je laisse ça aux techniciens. Mais vous savez, déjà, avec les premiers problèmes que nous avons avec la République dominicaine, il faut bien réfléchir D'accord. à ce niveau. Donc, D'accord, merci. ça est le problème. Monsieur Donc, Tassuelto, je propose de garder les réponses synthétiques et courtes pour pouvoir couvrir beaucoup de questions, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais combiner 3 Voici, questions là. je peux dire un mot? Ah bon, allez-y, Je veux dire, brièvement. voici. Et quand on regarde les besoins en Haïti, en termes de mégawatts installés par rapport à l'apport que pourrait produire un barrage au niveau de la Tibonite, on se demande pourquoi. Économiquement, pourquoi? Parce que, et à dire, on est de l'autre, si on est actuellement, on est de l'autre à dire, les besoins, à dire, en fonction en fonction à dire, du profil des ménages. Les besoins sont de l'ordre d'environ 800 mégawatts pour Haïti. Bon, c'est 800 mégawatts, peut-être plus, parce que on avait des calculs pour les années 1990. Et l'apport de 14 mégawatts est très peu. Et ensuite, les problèmes environnementaux et aussi de pauvreté que cela va produire, on se demande pourquoi. Vous voyez? A dit, c'est pas, je n'aurais pas souhaité qu'on ait cette solution-là palliative. A dit, on sait aussi que si l'énergie est bien utilisée, et progressivement, les différentes ressources hydrauliques pourraient être exploitées. Mais les ressources hydrauliques sont tellement peu importantes par rapport aux besoins du pays qu'aujourd'hui, que c'est pas encore une alternative. Je vais s'opérer avoir des interventions par rapport à ça, mais je vais continuer à passer à la question. Je vais combiner 3 questions. Il y a une question de René Jean Jumeau qui se dit, en l'absence de Parlement, il ne peut pas y avoir de loi. Seuls les décrets sont promulgués. Quel serait l'avantage d'une loi des finances sur un décret des finances? Je prends 2 autres questions aussi pour Mitch Michel, qui demande est-ce que vous pouvez vous présenter de manière synthétique les différentes étapes de projet de réforme de loi dans le pays, et qui pose une autre question qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est comment envisagez-vous la pertinence de créer un ministère déjà énergie en Haïti? Donc, je prends ces 3 questions-là. ouais. Alain Oui. vas-y.
Oui, mais je vais être très, très bref. Et les réformes à faire au niveau légal, quelles sont les étapes? Je pense qu'il faut une remise à plat de la loi des trois lois de 2016, parce que ces lois, les auteurs étaient animés de bonnes intentions, mais ils ont ajouté plus de confusion. Et il y avait une autre question relative à en l'absence de parlement. En droit haïtien, il y a une habitude que dès lors qu'il y a absence de parlement, même la Cour de cassation l'a admis, et on peut prendre, l'exécutif peut prendre des décrets en force de loi. Maintenant, quand le parlement arrivera, le parlement sera libre de réviser ces décrets en force de loi ou bien de les transformer en loi. Et je crois qu'il y avait une dernière question. Oui, Et la création du ministère de l'énergie. Quel Oui, impact? pour la création du ministère de l'Énergie, bon, personnellement, je ne suis pas favorable avec la pléthore des ministères. On peut avoir le ministère des Travaux publics, Transport et Communication peut avoir son domaine de l'énergie. Il suffit de renforcer une direction d'administration centrale qui soit dédiée à la question énergétique et sans avoir nécessairement à ajouter un nouveau ministre. Et d'ailleurs, même si on prend les 18 ministères qui existent actuellement, je ne dis pas faudrait en supprimer, mais on peut avoir un titulaire commun à plusieurs ministères parce que le titulaire, le ministre, il s'occupe des questions de grande orientation politique. Et puis maintenant, on a des directeurs d'administration centrale pour s'occuper de questions. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un ministère pour que le problème soit résolu. Bien sûr. Bon, c'est un débat intéressant, Alain. Moi, je suis favorable à un ministère de l'énergie. Ouais, C'est propriétaire, mais c'est un débat qu'on pourra faire un autre jour, je pense. tout à Je fait. peux remettre la Tout question. Je vais passer à la salle de Talk Alix pour voir la question de la salle. Et puis, après, on pourra revenir sur le Q&A. Et merci Nicolas. Et à ton des questions au niveau de la salle. Oui, on a eu une question. Bonjour, et je suis Chélève Dauphin, étudiant à l'INASMO. Ma question est la suivante. Comment expliquer la divergence juridique autour du décret de 2005 sur l'arbitrage et quels en sont les impacts concrets sur la mise en œuvre des PPP? Merci. On va savoir peut-être deux questions de Talk Alix, s'il y en a d'autres. Est-ce- Attends, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas vraiment, et Nicolas. Donc, je pense que D'accord. pour les intervenants pourront répondre à la question. Il est déjà Oui, midi 31. et j'ai Nous d'autres questions pensons aussi dans peut-être le qu'on Q&A. peut arriver jusqu'à midi 35 pour qu'on Exactement. puisse prendre la pause et lunch. Merci. Parfait. Merci. Allez-y, Alain et professeur Chéri. Je vous laisse réagir. Oui, pour la question de la divergence entre les juristes sur la question, en fait, l'un des grands problèmes qui existent en Haïti, c'est un problème de qualité des textes que nous adoptons. Et on ne prend pas le temps de bien élaborer les textes et de telle sorte qu'ils ne posent pas problème au moment de leur application. Et là, le problème peut remonter jusqu'à la Constitution. Parce que quand vous avez une Constitution qui vous dit que les conventions internationales régulièrement ratifiées font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires, et maintenant, il y a un certain nombre de juristes, magistrats et autres qui, en lisant ce qui se passe dans d'autres pays, considèrent que nécessairement une convention est supérieure à une loi, mais sans pouvoir trouver une interprétation constitutionnelle qui le démontre. Donc là, ça pose problème. Et puis ensuite, le législateur, lui, en tout cas à l'époque, c'était l'exécutif législateur, quand il a élaboré le décret de 2005, il était animé par une bonne intention également, c'est-à-dire qu'il voulait ouvrir l'arbitrage et la possibilité d'arbitrage et pour pratiquement tous les secteurs du pays, sauf que il s'agissait de protéger l'intérêt national. Si on a un pays qui se veut démocratique, où la justice
les institutions juridictionnelles, ce sont les personnes qui y travaillent, ce sont des personnes qui sont nommées à la suite d'un processus qui a impliqué des élus. Donc, c'est le peuple indirectement qui les nomme. Maintenant, est-ce qu'on peut permettre facilement que l'État, tout ce qui concerne l'argent du peuple, le trésor public, et puisse faire l'objet d'un règlement de litige relevant de personnes privées? Là, c'est, il ne faut pas avoir de position dogmatique sur ça, mais il faut vraiment prendre le temps de vraiment réfléchir pour savoir est-ce qu'on sera d'accord que des personnes privées appartenant à de grosses firmes internationales, par exemple des grosses firmes de consultation internationale, se réunissent en quantité d'arbitrage et tranchent un litige concernant des millions de dollars en Haïti et de manière défavorable à l'État haïtien sans que l'État haïtien ne dispose d'aucun recours. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Il faut qu'on réfléchisse bien sur les choix à faire. Donc, on n'a pas bien réfléchi sur les choix à faire. Et puis, on aboutit à une situation où il y a une grande divergence. Je comprends l'intérêt de l'arbitrage. Et c'est pour ça que j'ai souligné que je pense qu'il faut donner une plus grande place aux entreprises publiques. S'il le faut, il faut en créer de nouvelles aux entreprises publiques dans les types de contrats ou bien dans les types d'activités de PPP, de telle sorte que l'étranger qui arrive, l'entreprise étrangère qui arrive, n'est pas à aller signer avec un ministre ou bien avec l'État, mais qu'elle est à signer avec une entreprise publique ou bien une société anonyme mixte. Et maintenant, tout éventuel contentieux serait arbitrable, mais on n'ouvrirait pas la porte à ce que l'on puisse déroger complètement à tout ce qui est juridiction nationale ou des conflits avec l'État ou bien avec une commune. Donc, il faut vraiment réfléchir sur ça. On n'a pas suffisamment réfléchi au moment d'adopter certains textes. Merci, Alain. Bon, il est déjà 35. Je vais prendre deux questions et on va continuer brièvement avec ces questions-là, parce que il y a une question importante. Bon, il y a une question qui demande comment on peut protéger nos institutions contre la corruption, qui est l'un des fléaux qui les déstabilise. Et aussi, il y a une autre qui demande est-ce que les corps de métier aussi pourraient aider à adresser les défis qu'on vous a discutés pendant la démonstration. Et pour finir, je propose de parler de la question foncière. Est-ce que c'est pas un élément aussi à considérer? Parce que j'ai vu on a parlé vraiment, il y a un pasteur qui a posé la question, est-ce que le foncier n'est pas un élément aussi à considérer? Donc, je vous laisse clôturer brièvement en touchant ces trois points-là. Merci. Euh, Moi, si je dois dire quelque chose, c'est que nous- il y a beaucoup de... Quand on regarde le système administratif, nous ne voyons que des contraintes. Alors que euh, ces contraintes auraient pu être levées ou bien pouvaient être abordées s'il y avait des réflexions qui arrivent après. Par exemple, si on prend la loi sur la passation des marchés publics, il devrait y avoir des réflexions sur sur les différents points qui posent problème. À ce moment-là, il aurait été possible d'aménager. C'est-à-dire, nous restons avec des points de conflit qui ne sont pas éclairés par la réflexion. Il faut avoir la réflexion à dire. Bon, de toute façon, on n'est jamais dans un système totalement défini, immuable. Il faut des changements. Mais pour avoir ces changements-là, il faut de la réflexion sur les changements. C'est là qu'il faut faire introduire, par exemple, l'université. Par exemple, si on prend le cas de l'énergie, il faudrait introduire l'ensemble, tous les métiers, par exemple, que l'on a là, au niveau de l'université. Si on prend les problèmes juridiques aussi, il faudrait aussi les enseigner de manière à ce que progressivement, les gens formés puissent connaître les problèmes et aussi puissent aussi apporter des solutions à ces problèmes. Il faut dire ça. Par exemple, pour le cas, par exemple, des conflits fonciers, euh, je pense qu'on a suffisamment de provisions pour résoudre ces conflits-là. Parce que, s'il y a une concertation entre les différents ministères sur ces conflits fonciers ou sur les problèmes qui peuvent se poser, il est possible de trouver des réponses par rapport aux conflits fonciers. Un terrain a un prix. Un terrain a un prix. Donc, il y a un terrain a un prix aussi. Et
Un procès aussi a un prix. Il faudrait voir aussi, est-ce que les acteurs ont intérêt à faire des procès? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce que si le conflit foncier n'est pas n'est pas assis sur des bases juridiques solides, qu'est-ce qu'il faut aussi imposer aussi? Par exemple, à celui qui déclenche un conflit foncier. Bien sûr, ce sont des questions, quelle peine aussi à appliquer à des personnes aussi qui déclenchent des conflits fonciers Ouais. alors qu'ils n'ont pas de droit? Ce sont des questions, il y a aussi des manières de gérer les risques aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne va perdre s'il est dans ce conflit alors qu'il ne possède pas de vrais droits? C'est comment payer aussi un terrain s'il y a un conflit foncier. Il y a tout un ensemble juridique qui montre aussi comment il résout les problèmes d'expropriation, tout ceci est résolu par la loi en Haïti. Oui. Merci. Oui, et sur ce point, je crois que tout a été bien dit par le professeur Chéri, mais j'ajouterais une chose, et les responsables publics doivent prendre leurs responsabilités. Et vous avez un pays de 27 750 km² et vous cadastrez, vous identifiez chaque portion de terre, chaque fond. Et puis, voilà, il y a une direction de la conservation foncière et il y a tout, il y a les nouvelles technologies pour permettre de bien faire tout cela. Il y a des solutions techniques aussi. Donc, il faut cadastrer. Vous avez un terrain, vous avez une surface d'un territoire national, il faut bien le cadastrer. Donc, ça, c'est important. Ensuite, sur la question de la corruption, c'est deux réponses. Premièrement, il y a des procédures qui sont prévues pour que ce soit la passation des marchés, que ce soit pour l'exécution des dépenses publiques. Ces procédures sont claires. On peut les améliorer, mais ces procédures sont claires. Si on les applique, il n'y aura aucune possibilité de corruption dans le sens de détournement de fonds publics ou bien de favoritisme, etc. Autre chose qu'il faut signaler, quel que soit l'acte de corruption qui est posé dans l'administration publique en Haïti, ça laisse des traces. 20 ans après, on pourra découvrir les traces et toutes les ramifications. Donc, si on n'en fait rien, c'est parce qu'on ne veut pas. Merci. Merci, Alain. Je vous remercie tous Je les vous deux en pour cette prie. excellente session qui a touché des points importants et qui a aussi offert des pistes et pour adresser des questions fondamentales comme l'arbitrage, la formation des cadres pour le secteur de l'énergie, bon, la question foncière aussi, comme de devoir. Mhm. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité de manière bénévole à contribuer à cette édition des écoles d'automne et d'été. Je suis sûr qu'on pourra compter sur vous pour les prochaines éditions. Donc, j'invite les participants à revenir à 1h30 pour la dernière session de cette année, qui sera une table ronde autour du thème implication citoyenne et énergie renouvelable dans une décarbonation durable, qui aura pour intervenant Dr Samuel Pierre, Dr Laure Anne Douchamp, ingénieur Elias Davous, et qui sera modéré par Dr Jean Calix. Merci encore à tous et à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, merci du côté de la salle de l'université. Et qu'est-ce qu'il y a? On va prendre une pause lunch et je vous attends à l'heure, à 1h30 pour la dernière session de la journée et aussi la dernière session du colloque international. Merci. Je vous attends autour de 1h30. Merci.